Congo, le président Sassou Nguesso plaide pour que l'Afrique ne soit pas marginalisée dans la résolution de la crise libyenne. Il estime inefficace et contre-productif tout règlement qui ne tient pas compte du continent. Les 1200 soldats tchadiens qui étaient déployés depuis 9 mois dans le cadre de la lutte contre Boko Haram sont rapatriés dans leur pays. Par crainte de nouvelles attaques des djihadistes, des centaines de civils nigérians ont dû fuir. Et puis en Tunisie, les procès liés à la justice transitionnelle qui doit faire la lumière sur les crimes contre les droits humains commis entre 1955 et 2013 se poursuivent. Plus de 170 dossiers ont été transférés vers des chambres spécialisées. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a plaidé ce lundi à Brazzaville pour que l'Afrique ne soit pas marginalisée dans la résolution de la crise libyenne. Le chef de l'État congolais a qualifié d'inefficace et contre-productif tout règlement qui ne tiendrait pas compte du continent. Les détails. Devant des diplomates africains et occidentaux, le président Sassou Nguesso a déclaré que la Libye est un pays africain et les victimes du conflit libyen sont essentiellement en Afrique. Et donc, toute stratégie du règlement de la crise libyenne tendant à marginaliser le continent africain pourrait se révéler complètement inefficace et contre-productive. Le numéro 1 congolais, qui recevait ce lundi à Brazzaville les vues du corps diplomatique accrédité dans son pays, faisait entre autres allusion à l'initiative turque d'envoyer des troupes sur le terrain libyen. Denis Sassou Nguesso est le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le chef de l'État congolais a par ailleurs évoqué l'impérieuse nécessité de suggérer de nouvelles initiatives afin que le prochain sommet de l'Union africaine élève la résolution de la crise libyenne au rang de priorité majeure. Ces déclarations interviennent alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé dimanche soir le début du déploiement de soldats turcs en Libye. Le Parlement turc avait donné jeudi son feu vert à l'envoi des militaires pour y soutenir le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Au Gabon, le procureur de la République a, dans une déclaration ce week-end, annoncé que son pays a émis 2 mandats d'arrêt internationaux contre 2 Gabonais poursuivis dans le cadre de l'opération main propre baptisée Scorpion. Les 2 personnes recherchées sont des proches de Brice Lakrucha-Lyonga, ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo. Les mandats d'arrêt ont été émis le 3 janvier dernier. Libreville demande à toutes les polices de rechercher et d'extrader vers le Gabon Raphaël Menko, beau-frère de Brice Lakrucha-Lyonga. 250 millions de francs CFA entassés dans 2 coffres auraient été retrouvés à son domicile lors d'une perquisition. Le deuxième mandat cible Gervais Martial Koulayo Oulpaye, ancien collaborateur de Lakrucha-Lyonga. Ces 2 personnes sont poursuivies dans le cadre de l'opération Scorpion qui a pour but d'assainir les finances publiques. Selon le procureur de la République André-Patrick Ropona, 2 mois après son déclenchement, Scorpion a permis d'interpeller 30 personnes. 6 ont été mis hors de cause, 4 laissés en liberté provisoire et 20 autres inculpés et jetés en prison. La sortie du procureur de la République est inopportune. Il aurait pu évoquer les conditions épouvantables de détention de Lakruche et de ses proches, a riposté Ange-Kevin Nzigou, avocat de Lakruche. En bref, environ 3000 Libériens ont manifesté dans le calme ce lundi à Monrovia contre l'aggravation de la crise économique sous l'administration de George Weah. Des magasins ont fermé par crainte de violence et les policiers ont dévié la circulation du centre-ville. Mais c'est dans le calme que les manifestants se sont rassemblés auprès du siège du Parlement. Cette manifestation s'est tenue à l'appel du Conseil des Patriotes, un collectif d'associations de la société civile réunissant une partie de la jeunesse qui a porté George Weah au pouvoir en janvier 2018. Rappelons que le Libéria se débat avec l'inflation et la dévaluation de sa monnaie. Au Togo, à quelques semaines de l'élection présidentielle, des remous sont croissants au sein de la classe politique. Ce scrutin ne rassure pas l'opposition. Le parti CAR vient de décider de quitter la commission électorale.
Le comité d'action pour le renouveau CAR a annoncé samedi au Togo, à l'issue de son conseil national, le retrait de ses membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de tous ses démembrements. Le parti d'opposition a également annoncé son intention de ne pas prendre part à la présidentielle du 22 février. Les conditions en l'état actuel ne sont pas réunies pour un scrutin transparent et équitable, estime le président du CAR, Yaovi Agboibo. Tous les partis ont dénoncé les conditions d'organisation des élections. C'est vrai, certains de nos partenaires de l'opposition ont présenté des candidatures, mais de notre point de vue, au CAR, on reste convaincu que la bonne décision, c'est d'amener le pouvoir à reconsidérer les conditions parce que notre décision est une décision fondée sur l'état actuel du cadre électoral. Mais l'ancien Premier ministre ajoute être prêt à la discussion. Rien n'empêche que dans les jours ou semaines à venir, le pouvoir se remette en cause et décide d'améliorer le cadre. Auquel cas, nous allons reconsidérer aussi notre position. D'autres partis d'opposition avaient déjà donné de la voix. C'est le cas de Jean-Pierre Fabre, candidat investi par l'Alliance nationale pour le changement ANC. Il a, dans un courrier, attiré l'attention de la Commission électorale nationale indépendante à veiller à ce que les dispositions qui encadrent le processus électoral soient scrupuleusement respectées par toutes les institutions qui y sont impliquées afin que cette élection soit transparente, équitable et crédible. Au Nigeria, les 1200 soldats tchadiens qui étaient déployés depuis 9 mois dans le cadre de la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram sont rapatriés dans leur pays par crainte de nouvelles attaques des djihadistes. Après leur départ, des centaines de civils nigérians installés à proximité de ces contingents tchadiens ont dû fuir. Les images. Les 1200 soldats tchadiens qui étaient déployés depuis 9 mois au Nigeria dans le cadre de la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram sont arrivés depuis vendredi à N'Djamena en passant par le Cameroun. Juchés sur leur pick-up pour certains ou assis sur les chars transportés par les porte-chars pour d'autres, ils ont traversé le pont qui sépare la ville camerounaise de Kousséri de N'Djamena. Selon des témoins, les soldats nigérians qui travaillaient aux côtés des Tchadiens sont eux aussi partis. Le départ de cette troupe a semé la panique dans la petite ville de Gajigana, à proximité de Monguno, deux bases où étaient regroupées les forces tchadiennes. Des centaines de civils nigérians installés à proximité de ces contingents tchadiens ont dû fuir par crainte de nouvelles attaques des djihadistes. Les militaires tchadiens rentrés du Nigeria devraient être prochainement déployés dans la région du lac Tchad pour renforcer un dispositif de sécurité tout au long de la frontière. L'insurrection de Boko Haram et de sa faction affiliée au groupe État islamique continue de faire rage dans la région du lac Tchad. Depuis 2015, les pays de la région luttent contre Boko Haram au sein de la force multinationale mixte, une coalition régionale engagée autour du lac Tchad, avec l'aide de comités de vigilance composés d'habitants de la région. C'est dans ce cadre que les 1200 soldats tchadiens avaient été envoyés au Nigeria. En Tunisie, les procès liés à la justice transitionnelle, un processus qui doit faire la lumière sur les crimes contre les droits humains commis entre 1955 et 2013, se poursuivent. Plus de 170 dossiers ont été transférés vers des chambres spécialisées après la fin du mandat de l'instance Vérité et Dignité, il y a près d'un an. Reportage. À la chambre criminelle du tribunal du Kef, dans le nord du pays, le vendredi est consacré à la justice traditionnelle. C'est la 8e audience du procès de Nabil Barakati, militant communiste et syndicaliste. En 1987, il est arrêté sous le régime d'Habib Bourguiba pour avoir distribué des tracts politiques puis torturé par la police et retrouvé mort d'une balle dans la tête sur les rails d'un train. À l'époque, sa mort provoque des émeutes dans sa ville natale et Bourguiba fait juger les policiers coupables qui seront condamnés à 5 ans de prison pour abus de pouvoir, mais pas pour torture. Aujourd'hui, Rida demande la vérité pour pouvoir se réconcilier avec le passé. Si le processus de la justice traditionnelle
a été parfois controversé en Tunisie et peu soutenu politiquement, les procès continuent et témoignent d'une histoire oubliée, qui encore aujourd'hui reste peu médiatisée. En Croatie, l'ancien Premier ministre Zoran Milanović a remporté le second tour de la présidentielle. Le président élu dit vouloir établir un climat de tolérance dans le pays. Il est âgé de 53 ans. Reportage. Zoran Milanović, social-démocrate, est un ancien juriste et diplomate venu sur le tard à la politique. Le nouveau président de la République a promis une Croatie normale qui sache tourner la page de la guerre d'indépendance. Ses fans saluent en lui un homme intelligent, éduqué et ambitieux, mais ses détracteurs le décrivent comme étant un snob. Il est sorti de 3 ans de retraite politique pour se lancer dans la bataille pour le sommet de l'État sous le mot d'ordre « un président avec du caractère », manière de répliquer à ceux qui lui reprochent d'être têtu. Ses opposants lui reprochent son arrogance envers ses rivaux et les médias, parfois perçus comme éloignés des classes populaires, qu'il prétend défendre. Le nouveau président est réputé impulsif. Il s'est décrit par le passé comme ayant le cœur à gauche et la tête à droite. Quand il avait été nommé Premier ministre en 2011 en tant que dirigeant du Parti social-démocrate, il était considéré par beaucoup comme la figure de proue idéale. Il était aisant des accusations de corruption entachant la réputation de nombreux hommes politiques, mais son gouvernement n'avait pas été à la hauteur des espérances. Le Parti social-démocrate avait perdu le pouvoir aux législatives de 2015. Zoran Milanović avait démissionné de la tête du parti lorsque celui-ci avait perdu l'année suivante des législatives anticipées provoquées par la chute d'un gouvernement de coalition. Fils de la classe moyenne intellectuelle de Zagreb, boxeur amateur, Zoran Milanović est père de 2 enfants. Qui de Juan Guaidó et de Luis Parra dirige le Parlement vénézuélien. Chacun des 2 députés de l'opposition se réclame président de l'institution. Juan Guaidó n'a pu accéder à l'Assemblée avant l'élection, mais son rival, Luis Parra, s'est donc autoproclamé président. Des précisions à travers ces images. Un fauteuil pour 2 hommes au Parlement vénézuélien, c'est la confusion qui règne. Juan Guaidó, qui dirigeait l'institution, a été empêché d'accéder à l'hémicycle par la police dimanche et a été réélu lors d'un vote organisé au siège du journal El Nacional. À la mi-journée, en son absence à l'Assemblée, Luis Parra, un député rival, mais se disant toujours de l'opposition, a empoigné un mégaphone depuis le perchoir et s'est déclaré nouveau chef de l'hémicycle dans une cohue indescriptible. Je jure devant Dieu et le peuple de Venezuela de faire respecter la Constitution en tant que président du Parlement et président par intérim, a déclaré après le scrutin Juan Guaidó qu'une 50aine de pays dont les États-Unis reconnaissent comme président par intérim depuis près d'1 an. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo l'a félicité pour sa réélection à la tête de l'institution. Maduro a quant à lui reconnu aussitôt le candidat rival Luis Parra, se réjouissant de ce que Juan Guaidó ait été évincé. Avec sa double casquette, le leader de l'opposition entend continuer son combat jusque-là infructueux pour chasser l'héritier politique d'Hugo Chavez, qu'il qualifie d'usurpateur depuis la présidentielle jugée frauduleuse de 2018. Luis Parra a été exclu du parti d'opposition Primero Justicia après qu'un site internet l'a accusé d'avoir reçu des pots de vin. Malgré son exclusion, il affirme être toujours de l'opposition. Les manifestations anti-Maduro attirent de moins en moins de Vénézuéliens et l'appel au soulèvement lancé par Juan Guaidó le 30 avril à l'armée a fait long feu. Pendant ce temps, Nicolás Maduro continue de jouir de l'appui de la Russie, de Cuba, de la Chine, mais surtout de l'armée, clé de voûte du système politique vénézuélien. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.